Je suis ravi qu'un peu de culture vous rende heureux. Je suis là pour vous cultiver et vous apprendre ce qu'est la sociologie. Et vous allez voir que ce n'est pas une science qui est si simple que ça. Effectivement, ça vous a été dit, je viens de décrocher un diplôme tout à fait exceptionnel qui m'est né du fait que lorsque j'étais maire de Créon, j'ai fait 320 mariages et que j'ai eu l'occasion d'observer ce que l'on appelle la belle-mère. Je préciserai de suite que je suis le seul diplômé au monde, à ce jour, à qui on a donné le titre de docteur honoris causa de belle-mérologue, c'est le nom exact de ma science. Et mesdames, messieurs, l'association des cruches m'a demandé de vous donner ce soir le fruit de longues recherches, parce que c'est pas si simple que ça d'approcher une belle-mère. Je le pense. Vous allez voir d'ailleurs que j'ai souffert beaucoup dans cette quête. Et vous avez vu aussi le fruit de ce travail. J'ai édité un dictionnaire qui recense tous les types de belles-mères. Évidemment, vous comprendrez aisément que si je devais vous parler de tous les types de belles-mères, nous y resterions très longtemps. Donc je n'ai choisi que 2 cas particuliers, 2 cas scientifiquement prouvés dont je vais vous en parler. Et je m'adresse spécifiquement ce soir, non pas aux belles filles, mais aux gendres. Parce que vous savez tous, mes amis, que les relations entre une belle-mère et une belle-fille, c'est toujours serein, sympa, dynamique, calme, paisible. Par contre, nous, gendres, nous sommes les victimes expiatoires d'un certain nombre de problèmes que nous devons affronter quotidiennement. Et je voudrais aujourd'hui vous parler du calvaire du gendre vis-à-vis des belles-mères. C'est un aspect du sujet. Si vous voulez tout à l'heure, je vous confierai mon livre, vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres choses plus agréables. Je voudrais vous prévenir aussi de quelque chose, c'est que c'est des faits réels. Peut-être que certains dans la salle vont se reconnaître. Seulement, vous comprendrez aisément que je ne peux pas citer les sources que j'ai, puisque ces sources-là m'ont été inspirées par une réalité qui gênerait un certain nombre de personnes de la salle. Donc vous dire que, de prime abord, au cours des mariages, on trouve, quand on regarde attentivement ce qui se passe dans un mariage, on trouve des belles-mères de diverses sortes. On trouve des vertes et des très mûres. Aussi, on en trouve des resplendissantes et des décrépites. On en trouve aussi des angoissées et des euphoriques. Elles se débarrassent de la fille. Faites attention à cela. On en trouve des détendus et des coincés. Vous allez voir pourquoi c'est important. On en trouve aussi, et je l'ai constaté souvent dans le mariage, des discrètes, mais on en trouve des envahissantes, n'est-ce pas, messieurs les maires qui sont dans la salle? Elles voudraient bien répondre à la place de la fille, mais bon, c'est pas le cas. On en trouve des élégantes, mais je peux vous dire aussi qu'on en trouve des mal fagotées. Elles sont allées chercher une fringue que personne n'oserait à mettre à part ce jour-là. On en trouve aussi, et j'en ai vu, des en pleurs, des éplorés, mais on en trouve aussi des soulagés. On en trouve des pressés, et on en trouve des détachés qui regardent ça de loin. On en trouve des odieuses et des radieuses, ça existe aussi. Qu'est-ce que ça fait dans la race, que là? Des silencieuses et des bavardes. Je signale entre parenthèses que c'est pas une idée de ma belle-mère, mais de ma femme. On en trouve également des sournoises et des directes. Faites attention. Mais, oula, je sens que je ne vais pas tarder à couper une queue, moi. Aucune ne ressemble à l'autre. Aucune ne ressemble à l'autre, mais très vite, le genre peut subjuguer, peut se faire une idée de l'espèce à laquelle elle appartient. D'ailleurs, je vais vous dire, suivant de quel côté la queue penche, c'est pas tout à fait la même belle-mère. Dans un premier temps, messieurs, vous allez me dire si je mens et si mon étude est fausse. J'en ai entendu qui disaient « Alors, belle maman, comment ça va? Pas trop fatiguée aujourd'hui ?» En général, c'est les premières semaines du mariage.
5 ans plus tard, j'en ai entendu qui disait « J'ai encore vu ma belle-mère hier, elle commence à me fatiguer, hein, quand sa fille est loin. » Il dit ça en général. Mais j'en ai entendu aussi qui finissent par craquer au bar et qui me disent en clamant pour se soulager « Ma belle doche, je ne peux plus la supporter, je vais la supprimer. » Mais il dit ça pour flamber devant les copains. Tout vient, messieurs, les gendres, s'il y en a des jeunes, de la période d'essai avec la belle-mère. C'est la plus dangereuse. Parce que la belle-mère est sournoise. Elle ne va pas se dévoiler. Elle va adopter une attitude très prudente. Et dans cette période-là, où vous êtes enthousiasmé par la foule, ou la fille, plus exactement, vous ne vous rendez pas compte de ce qui va vous arriver. Alors je vous parlerai ce soir de 2 catégories de belle-mères. La Belle-Mérus robustus, vous allez voir, c'est redoutable, et une un peu plus discrète qu'on appelle la Belle-Mérus interventionus. C'est pas très agréable non plus. Je recevais par exemple une fois à la mairie, en étude préalable à un mariage, un garçon dont la future épouse s'était légèrement éloignée, et il me disait « Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui m'arrivera si je suis bigame ?» Alors ça surprend quand même quand vous êtes mère, il n'est pas marié, il va être bigame. Et je lui dis tout simplement, mon garçon, la peine est terrible. Tu t'en repentiras. Tu auras 2 belles-mères et 2 toute ta vie. Alors évite ce drame, prends donc une maîtresse, c'est plus simple. Je me souviens qu'il a fait la moue et il n'a pas donné suite. Surtout quand je lui ai dit, ne t'en fais pas, mon frère vient de rappeler ce principe essentiel, le mariage ce n'est pas la mère à boire, c'est simplement la belle-mère à avaler. Et là, encore une fois, ça n'a pas eu d'effet, il était tellement amoureux. Et une autre fois, en voyant la mariée que je connaissais bien, et Dieu sait si j'en connaissais des mariés, aussi bien que sa mère, je lui ai demandé, au marié, je lui ai demandé, connais-tu, et est-ce que vous le connaissez, le proverbe hollandais? Ah, ben ça ne m'étonne pas, vous êtes tous mariés alors, hein? Que vous devez demander, que vous devez prendre en considération avant de dire oui à une fille. C'est simple, vous le connaissez tous. Mon gars, avant de te marier avec cette fille, regarde bien ta future belle-mère. Prends le temps et réfléchis. N'oublie pas que c'est sera ta femme dans 20 ans. Je vais me contenter donc ce soir de vous parler de pas d'espèces dangereuses, mais d'une espèce particulière, la Belle-Mérus robustus. Elle tient du papier mouche, vous savez, ce qui vous colle là. Elle tient du moule sur le bouchon, à peu près, là, elle colle aussi. Et du poulpe sorti de l'eau avec ses ventouses. C'est un peu le tout ensemble là. Alors s'il y en a qui se reconnaissent dans la salle, pensez donc que je ne vous vois pas là, hein, je suis à l'envers. Hein. Il y a quelques beaux spécimens dans la salle, puisque je suis en immersion dans les cruches depuis longtemps. Hein. Je commence à en voir quelques-uns. Et ce que je vais vous dire, c'est que ceux-là, je leur garantis quelque chose qui est important pour la science. Nous les mettrons dans le formol et nous les garderons dans le musée des gendres et des belles-mères que nous projetons de construire, vous l'avez vu, au Puy-en-Velue, là, celui où il y avait la dame grecque tout à l'heure. Et l'autre jour, au bar des sports, justement, je vous racontais, c'est là que vous faites les meilleures rencontres des gendres. Je rencontrais mon pote Albert, et ce pote Albert, c'est un fin chasseur. Alors j'aurais pu prendre notre prénom, j'aurais pu prendre Rémi par exemple, mais bon, j'ai pris Albert pour pas que vous le reconnaissiez. Hein. Et en l'écoutant, j'ai vite détecté que le pauvre, il était victime d'une Belle-Mérus robustus. Et il me dit, en buvant notre galopin ou notre pinte, il nous dit, tu sais, ma vie est un enfer. Je lui dis, mais mon pauvre garçon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il me dit, ma belle-mère est sans arrêt chez moi, je n'en peux plus. Je suis usé, j'ai tout tenté. J'ai répandu du soufre, ça y fait rien. J'ai mis des boules puantes, elle s'en fout. J'ai dressé des barbelés, elle saute par-dessus. Rien ne fait, rien ne la décourage. Alors j'ai pris une décision radicale. J'ai été obligé de faire couper la queue de mon chien. Tu as fait couper la queue de ton chien? Il me dit oui. Elle passait tous les jours à la maison, toujours avec le sourire, et mon chien venait vers elle comme s'il était heureux, ce couillon.
Alors j'ai dit, mais c'est difficile de prendre une telle décision. Il me dit, pourquoi t'as fait couper la queue de ton chien de chasse que tu préférais? Je lui dis, c'est dur, la pauvre bête. Il me dit, tu parles du qui? Du chien ou de ma belle-mère? Non, je lui dis, de ton chien. Et il me dit, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Je lui explique, je lui dis quand même, raisonne-toi, tu ne devais pas aller jusque-là. Il me dit, tu vois, comme elle revient dimanche, je ne veux surtout pas qu'elle pense qu'à la maison, quelqu'un est content de la voir. Alors, comme mon chien ne frétillera plus de la queue, en la voyant, peut-être qu'elle ne reviendra plus. Et je lui dis, alors? Et il me dit, elle est arrivée quand même le dimanche suivant. Comme à l'habitude. Le chien n'a pas remué la queue et moi non plus en ouvrant la porte d'ailleurs. Je lui ai dit, bonjour belle maman, comment allez-vous? Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Combien de temps allez-vous rester? Et là, elle a voulu faire une plaisanterie, parce qu'attention, la belle-mère robuste, tu sais, est maligne. Elle a dit, eh bien, jusqu'à ce que vous voyez fatigué de me voir. Pour une fois, j'étais ravi. Alors je lui dis, vraiment, c'est vrai? Jusqu'à ce que vous soyez fatigué que l'on se rencontre? Elle dit, oui, oui. Alors rentrez prendre un petit café sans sucre avant de repartir, ça suffira. Hein, on se reverra la semaine prochaine. N'empêche qu'elle ne se décourage jamais. Je vous l'ai dit, elle s'accroche. C'est un véritable boomerang, cette belle-mère. Elle revient toujours d'où elle est partie. Et parfois, c'est douloureux de s'en séparer. Un peu comme quelquefois, vous êtes attaché à une plante grasse, grosse, rebondie, large couverte d'épines, d'ailleurs, que l'on appelle la belle-mère. Hein. Ça existe quand même. Et Dédé, un autre ami de comptoir, m'a raconté que l'autre jour, le téléphone sonne chez lui. Et il se dépêche à aller vite décrocher parce que belle-maman était à l'hôpital et elle était à l'agonie. Il décroche et son épouse inquiète s'est approchée de lui pour savoir ce qui se passait. Alors, monsieur, lui dit la personne au bout du fil, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Oh mon Dieu, s'est écriée sa femme, une très mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que c'est? C'est le médecin, qu'est-ce qu'il te dit? C'est le professeur qui soigne ta mère, c'est une mauvaise nouvelle. Il m'annonce qu'elle est guérie, elle va revenir à la maison. Je lui dis quand même, t'exagères un peu, Dédé. Il me dit que tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a qui aiment bien leur belle-mère, c'est vrai. C'est vrai, ça existe des gens qui aiment leur belle-mère. J'adore ma belle-mère, il me dit. Je l'aime tellement que je l'amène partout avec moi. Elle-même, je la fais suivre partout. Mais elle est drôlement forte. Elle ne retrouve jamais la maison, je n'ai jamais réussi à la perdre. C'est vrai que c'est une tactique aussi qui peut permettre d'éviter des choses. Et puis alors, vous avez vu dans la pièce, là, je ne sais pas si vous le savez, les deux personnages essentiels de tout à l'heure sont des anciens policiers du commissariat de Senon. Eh oui, j'espère que personne ne les a reconnus, hein, quand même. Et un jour, il me raconte cette histoire-là, qui leur est arrivée, c'était au commissariat de Senon, et arrive un gars en pleurs qui dit « Bonjour, je viens signaler une disparition inquiétante. C'est une femme petite, forte, mal fringuée et pénible. » Alors Bernard, qui était une sorte de Colombo de la belle-mère, hein, dit « Vous avez une photo ?» Et le gars, il tend une photo, et on voit une belle blonde, mince, superbe, élancée, royalement sapée. Et Bernard, qui quand même est quelqu'un qui a l'habitude de la police judiciaire, lui dit « Mais c'est pas la même personne que celle que vous me décrivez. » Et il dit « Si, c'est ma belle-mère la première. Surtout qu'on ne la retrouve pas. Alors recherchez plutôt celle-là et laissez courir l'autre. Hein. » Il dit « C'est quand même mieux. » Et c'est vrai qu'il y a une certaine sympathie avec les belles-mères, je vous l'ai dit. Il y en a qui sont gentils, il y a des gens qui disent « Tiens, pour Noël, j'ai fait un cadeau à ma belle-mère. » Avouez que quand même, c'est sympa, faire un cadeau à sa belle-mère. Et qu'est-ce que tu lui as acheté? Je lui dis. Il me répond, j'ai acheté un terrain. Je lui dis, ta belle-mère ne va pas construire? Non, il dit, j'ai acheté un terrain, pas très long, pas très large, mais surtout très profond, dans un endroit fermé. L'intention est bonne, mais par contre, faut réfléchir. Et quelque temps après, le même gars, je le retrouve au café du sport, il était griffé de partout, il avait les mains en sang, comme s'il avait été agressé par quelqu'un. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'insécurité à Créon. Parce qu'au bar des sports, au bar des copains, on parle beaucoup de l'insécurité à Créon. Vous savez, les belles-mères qui sont attaquées dans les rues, malheureusement, ils n'en attaquent pas beaucoup. Hein. Ils attaquent plutôt les belles filles.
Et je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit, je viens d'enterrer ma belle-mère. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es tellement triste que tu t'es scarifié. Et il me dit, non, mais je te promets, c'est elle ne voulait surtout pas être enterrée. C'est vrai, c'est quand même quelque chose qui peut se produire. Et un autre, le même, quelque temps après, il me dit, tiens, je suis croyant, il me dit, mais j'ai pris une décision, je ne savais pas quoi faire. Il me dit, ma belle-mère est morte, je l'ai fait incinérer. Et j'ai dit, toi qui es croyant, tu as fait incinérer ta belle-mère. Il me dit, c'est plus prudent, elle ne reviendra pas comme ça. Moi, je crois que c'est un choix de vie. Quelquefois, vous en avez qu'un des choix bizarres. Hein. Une fois, une histoire extraordinaire. C'était le printemps, et j'étais un peu poète, comme quelquefois je dis, c'est une saison superbe, le printemps. Je dis, tout pousse, tout sort de terre, tout revit. Je dis, c'est le printemps. Il me dit, déconne pas, j'ai enterré ma belle-mère il y a 15 jours. Je sais que c'est exagéré, vous allez me dire, non, c'est vrai, c'est pas très malin, je sais, j'ai des noms à remettre derrière ces histoires, mais je ne vais pas vous les dire. Je peux juste vous raconter celle qui est arrivée à un copain très connu, que vous voyez, il danse très bien, il chante très bien. Et ne lui racontez pas, parce qu'autrement il ne va pas me faire confiance, j'espère qu'il n'entend pas. Figurez-vous qu'il a décidé d'amener sa belle-mère en croisière. C'est sympa, ça. C'est le moyen, la croisière, parce qu'elle ne peut pas vous échapper. Vous la surveillez 24 heures sur 24. Et c'est le genre idéal. Et un soir, il y avait une tempête terrible. Mais une tempête terrible. Il la met au bord du bastingage. Le vent soufflait. Les lames étaient très fortes. La belle-mère, elle faisait comme... comment elle s'appelle, le Titanic. Elle était là, la belle-mère. Et il y a un marin qui s'approche et qui dit « Mais madame, restez pas là !» Et mon copain lui dit, dis donc, ça te regarde toi? Je fais ce que je ferai, ma belle-mère, il lui dit. Ben, c'est vrai, c'était son choix, il essayait de la distraire. C'était sa belle-mère, pas la sienne. Et puis, quelquefois, à la pharmacie, chez Liliane Bordage, j'arrive chez Liliane Bordage, l'autre jour, elle me dit, tu sais qu'il m'est arrivé une aventure, il y a un gars qui arrive, il me dit, je voudrais de l'arsenic. Alors, bon, chez Liliane, l'arsenic, c'est plutôt rare, hein, je le dis entre nous, comme tout le reste d'ailleurs. Et elle me dit, je voudrais de l'arsenic. C'est aussi rare que le rideau de devant la pharmacie, vous voyez. C'est beau, mais c'est rare. Et je lui dis, elle dit, je voudrais l'arsenic. Elle dit, monsieur, je ne peux pas vous donner l'arsenic, vous comprendrez bien. Mais il dit, non, mais c'est pour ma belle-mère. Il dit, encore plus, je ne vais pas vous donner de l'arsenic pour votre belle-mère. Elle dit, vous avez une ordonnance? Il dit, non, mais si je vous montre la photo, ça ira pas quand même à la place. C'est vrai que c'est douloureux, ce genre de choses. Moi, je trouve aussi que c'est pas toujours... Et puis alors après, celle-là, cette race terrible de la Bellomerus robustus, elle est difficile à contrôler, mais la pire, c'est la Bellomerus intervationus, celle qui intervient en douce. J'en ai croisé une fois dans un mariage à Créon, Marie-Claude servait de secrétaire d'ailleurs, et il était lucide, elle était lucide, la mère, elle était lucide avec la fille qu'elle mariait. Ça arrive qu'il y ait des mères qui soient lucides quand même. Elle se dit, bon, quand est-ce qu'elle va partir? J'arriverai pas à la caser. Vous savez, il y en a même quelquefois, ils font des efforts pour rajouter un poil de quelque chose pour qu'on la prenne. Et il a dit, ça y est maman, mon fiancé m'a demandé ma main. Alors la belle-mère lui dit, il te plaît? Et oui, il y a quelque chose qui me tracasse. Il m'a dit qu'il ne croyait pas à l'enfer. Et la mère a eu cette réponse terrible, elle a dit, qu'il t'épouse et il saura ce que c'est. C'est vrai que si vous réfléchissez bien, c'est pas très malin de sa part. Elle n'a pas besoin d'intervenir comme ça, mais elle ne peut pas s'en empêcher, elle intervient partout. Et surtout, je vais vous dire, pour conclure, que ces belles-mères interventionnus, elles sont redoutables dans les nuits de noces. Faites attention. Elles interviennent dans les nuits de noces, quelquefois, sans que vous le sachiez. Vous le découvrez 50 ans après. Un jour, votre femme vous raconte qu'on lui a donné des conseils. Et une fois,
Un de mes copains que vous connaissez bien, là, qui fait la cuisine très bien d'ailleurs, hein. Vous le connaissez bien, je ne vous dirai pas son nom, il joue au rugby à Assenon. Et Assenon, vous savez, c'est un rugby particulier. Ça pigne dur. Et au cours d'une mêlée ouverte, évidemment, il s'est fait écraser les bijoux de famille. Ah, ça existe, ça existe. Tout le monde n'a pas une coquille, hein, ne croyez pas ça. Hein. Et on l'amène chez le docteur Delpech. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Delpech, grand médecin de ce nom, qui soignait Garmendia en particulier, qui ne s'était pas fait écraser grand-chose à part le cerveau. Il l'amène chez le docteur, et le docteur lui dit, mon ami, vous mariez peut-être dans une semaine, je sais que c'est gênant, mais je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vu l'état dans lequel vous êtes, je peux vous prescrire un antalgique, aller chercher chez Liliane Bordage, et vous envelopper le pénis dans de la ouate, vous mettre une attelle, et puis vous verrez bien. Le samedi suivant, c'est la nuit de noces. Et là, sa fiancée, elle a un réflexe extraordinaire. Elle avait une nuisette superbe, elle le soulève, elle montre ses seins, et elle dit, regarde comme ils sont beaux, ils n'ont jamais servi. Et lui, il baisse son caleçon, il dit, regarde, c'est pareil, moi, c'est encore dans l'emballage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais si vous le rencontrez, le rugbyman, il vous dira que c'est pas vrai, hein, c'est une histoire authentique hein, que j'ai recueillie. Hein. Moi, je pense que le lendemain, personne ne l'a cru, la belle-mère n'a pas voulu la croire, mais rien de pire que la belle-mère qui intervient dans tout. Moi, j'ai rencontré une jeune mariée, une fois un peu naïve, qui avait été élevée sous la mère supérieure dans une école de bon genre. L'éducation sexuelle n'était pas terrible. Elle tombe sur un garçon, artiste, bohème, pas très formé tous les deux, on les met ensemble, on arrange le mariage, on réunissait du Sainte-Croix-du-Mont avec du Pauillac, on arrangeait un peu la sauce du Bordeaux, on faisait ce qu'il fallait. Et le lendemain matin, quand elle revient sur sa nuit de noces, elle descend voir la belle-mère, sa mère, elle lui dit, tu sais, ça a été terrible, une nuit, j'ai jamais vu ça. Il est nul, il ne sait rien. J'ai eu beau l'aider, lui montrer, il n'en a rien fait. Rien, il ne sait rien. La belle-mère dit, bouge pas, moi je suis là, je m'en occupe. Elle convoque le gendre le lendemain, belle-mère interventionniste, elle le fait venir, tiens, Bébert là, enfin je dis Bébert, il s'appelait pas Bébert, il s'appelait Gonzague. Gonzague, vous prendrez bien un petit café? Oui, oui, d'accord, oui, il est très bien élevé le garçon. Et il lui dit, écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. L'amour c'est simple. J'ai cru que vous n'y arriviez pas, que j'ai bien compris, ma fille m'a dit que ça ne marchait pas, mais c'est simple. Est-ce que vous avez vu les chiens dans la rue quelquefois? Alors il dit, oui, j'ai vu les chiens, oui. Regardez, soyez animal. Laissez-vous aller, regardez bien comment font les chiens, lancez-vous, etc. Vous avez bien compris. Oui, il dit oui, j'ai compris, oui, je vais voir. Le lendemain matin, ma fille arrive au petit déjeuner, elle voit la belle-mère, sa mère, elle lui dit, mais c'est dramatique, ça a été pire que hier. Mais elle dit, pourquoi? Je lui ai tout expliqué. Mais non, c'était pire que hier. Je ne sais pas ce que tu lui as raconté. Il s'est mis tout nu, ce qui est bien. Il s'est levé, il est allé pisser contre l'armoire. Il s'est couché sur la descente de lit et il a dormi toute la nuit. Alors, quelquefois, on ferait mieux de ne pas donner forcément des conseils. Je crois que ça serait plus profitable. D'ailleurs, je suis paumé dans mes feuilles. Là, c'est ça. Là, je ne sais plus où j'en suis de la belle-mère. Là, j'ai voulu faire le malin. Voilà, c'est le rugbyman, ça, qui a fait des conneries, là. Voilà. Et c'est vrai que c'est difficile. Et il avait cru bien faire, ce pauvre garçon. Et même sous la torture, je ne vous dirai pas qui c'est, hein, d'ailleurs. Gonzague, c'est un pseudo, hein, je vous le dis entre nous. Hein. J'en ai une sur la mort de Johnny. Vous la connaissez? La belle-mère de Johnny, vous la connaissez, Mamie Rock?
qui a fauché tous les ronds, qui s'est barré de la caisse. Mais figurez-vous que l'autre jour, je croise quelqu'un qui la connaît bien, il me dit, tu sais, c'est plus la peine de venir la voir, elle est morte. Ah mais je lui dis, elle est morte, et qu'est-ce qu'elle avait cette brave dame? Il me dit pas grand-chose, une table en formica et 4 chaises. C'est vrai que c'est un peu terrible. Et pour terminer, je vous dirais simplement que, et pour être franc, il y a des histoires tristes. Une fois, c'est Saint-Pierre qui me l'a raconté. Je le vois assez souvent, Saint-Pierre. Je vais souvent avec Jackie Dumont à l'église, on va tous les deux se recueillir. Et sinon, on a appris ça au catéchisme à Saint-Pierre, avec l'Ange Marie. La belle-mère arrive au ciel. Ça arrive qu'une belle-mère arrive au ciel. Et elle demande à Saint-Pierre, écoutez Saint-Pierre, j'ai des remords, j'ai pas toujours été très gentil à mon gendre. J'aimerais bien le revoir pour discuter avec lui un peu, pour essayer de me faire pardonner. Et Saint-Pierre lui dit, on va faire un effort et le rechercher. Alors Saint-Pierre, vous savez, maintenant il est très moderne, je vais foutre ça en l'air, ça m'énerve. Il dit, il a un ordinateur, Saint-Pierre. Je ne vous dis pas quel ordinateur il a, parce qu'il a du monde, depuis la nuit des temps, ça lui en fait. Il a fouillé, et il a regardé dans le fichier des bienfaiteurs. Rien. Il a regardé dans le fichier du purgatoire. Rien, pas de gendre. Il a regardé dans le dossier des saints. Ça peut arriver quand un gendre soit un saint, ça arrive très souvent d'ailleurs. Toujours pas de gendre. Et il dit, au fait, vous avez vécu combien d'années avec lui? Oh, elle dit, on a vécu vieux, hein. Ça fait 52 ans qu'il est mon gendre. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris 52 ans d'ailleurs. Je pense une idée comme ça. Et, ne vous inquiétez pas, il dit, c'est dans le fichier des martyrs qu'il faut que je le cherche. Alors, j'aurais pu évoquer devant vous beaucoup d'autres belles-mères. Il y a le belle-mérus Calinus. Ouf! Celle-là, elle est dangereuse, parce qu'elle est très subtile dans son approche du genre. C'est Calinus, et vous ne voulez pas quelque chose, et puis faites gaffe, hein, faites gaffe. Je vous le dis, celle-là est dangereuse, et je vous en reparlerai une autre fois. Il y a la pire de toutes, vous la connaissez? La belle-mère Mantus Religius, qui a dévoré son mari, et qui vous piste pour vous bouffer tout cru. Ça existe, je peux vous garantir que ça existe. Il y a la belle-mère Accaparus. Celle-là, elle refuse d'admettre que sa fille est sous vos ordres. Quand vous dites à sa fille de faire la vaisselle, la belle-mère dit non, ça ne vous regarde pas, c'est moi qui commande ici, donc on verra plus tard. C'est pas tout à fait normal. Il y a la belle-mère Tendrus, alors celle-là, elle a tendance à vous plaindre chaque fois que sa fille vous maltraite, c'est bien agréable. Et vous avez celle que tout le monde a rencontrée, la belle-mère Parfaitus. La plus répandue, car elle considère que votre mérite est suffisamment grand et que dans le fond, elle ne pouvait pas mieux espérer pour sa fille. Ça existe. Alors réfléchissez pas trop à cela. La sociologie, vous le savez, ce n'est pas une science exacte. Et bien évidemment, il faut être clair, toute ressemblance avec des belles-mères existantes ou ayant existé ne serait que pure coïncidence. Merci à vous.